Dans cette zone, les combats aussi sont toujours très intenses. À Robotini également, qu'il cherche à reprendre sans succès a priori jusqu'à présent. Regardez cette séquence qui est transmise donc par les Ukrainiens, pardon. Exemple de ce que sont les combats. On est pile dans la zone d'Advivka. Regardez. C'est impressionnant, hein, effectivement, de voir ces attaques au lever du jour. Et alors là, Catherine, on a vraiment l'illustration de ce qu'on a dit beaucoup. À chaque fois, ça me fait penser au général Chauvency qui était là tout à l'heure, qui parlait toujours de plaine à char. On s'aperçoit que là, on est dans une zone, il n'y a rien. En fait, ce sont des champs. Il C'est n'y a ça. rien. Tout est à découvert. Enfin, c'est assez impressionnant quand même. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a tellement de pertes en C'est hommes ça. et en matériel. Ouais. C'est-à-dire que c'est un terrain où, comme vous le dites, on est à découvert. Et donc, c'est extrêmement périlleux d'avancer. Et c'est pour ça que des deux côtés, depuis le début de cette guerre, dans cette région, il y a énormément de pertes. C'est vrai qu'on en parle moins, mais il faut quand même garder à l'esprit le sacrifice qui est consenti des deux côtés, hein, parce que les Ukrainiens aussi ont perdu beaucoup d'hommes. Mais quand on voit ces images, en effet, on comprend mieux pourquoi. Parce qu'il n'y a rien pour se protéger, il n'y a pas de possibilité d'évacuer, de contourner. Il faut y aller. Il n'y a Voilà. plus rien. Et c'est pour ça que c'est très important, ce dont on parlait ces derniers jours, avec le moral de l'armée ukrainienne, avec ce que disait le chef d'état-major Zaloujny. Parce que pour participer à des combats comme ça, il faut vraiment avoir envie d'y aller. C'est pas une petite promenade de santé. Là, c'est à chaque seconde, quasiment, votre vie est en péril, hein. Je peux vous poser une question? sûr, Vous oui. avez besoin de prendre des infos? Parce que Non, non, je c'est bon, vois c'est bon, avec c'est bon, votre- c'est bon, c'est bon, il n'y a vous aucun dites, hein. problème. Les Ukrainiens dans cette zone-là, Advivka, c'est un nœud depuis longtemps. C'est une petite localité, mais qui est importante. On l'a expliqué souvent. Voilà. Ils n'avancent pas, les Ukrainiens, mais ils reculent pas non plus là, hein. Alors là, de toute manière, ce sont les Russes qui attaquent. Hein. Mm. Donc, de Avdiivka, depuis le 10 octobre, ils ont lancé. Là, en fait, ils sont en train de préparer leur troisième assaut sur Avdiivka depuis le 10 octobre. Mais donc, alors, je repose Donc, ma question ouais. autrement. Ouais. Les Ukrainiens ne reculent pas et les Russes n'avancent pas. Alors, Enfin, on est quand même dans quelque chose. Ils résistent, quoi. C'est ça. les Ukrainiens résistent fortement. Les Russes visent 2 points, en fait, au nord d'Avdiivka. Un village qui s'appelle Stepovie, qui est de l'autre côté de la voie de chemin de fer, et les Russes essayent de traverser la voie de chemin de fer pour couper une route, hein, qui est la route O0542, ça vous fait une belle jambe, vous me direz, Très bien. mais qui est en fait la seule ligne de ravitaillement pour la ville. Voilà. Et donc c'est ça qu'ils sont en train de couper. Ça, c'est en nord, ils essaient de couper ça. Et sur l'axe d'Avdiivka directement, ils sont en train d'essayer de prendre une usine qui est l'usine de Koch, qui est une vieille usine qui est au pied d'un terril, qui a un complexe industriel et qui protège le flanc est de la ville. Et donc c'est là-dessus que les Russes, alors pour l'instant, ils ont quand même réussi à prendre le terril. Donc maintenant ils ont des feux plongeants en tir direct sur la partie est de la ville. Ouais, Donc d'accord. c'est ça qui est compliqué en fait, c'est que ça rend plus compliqué pour les Ukrainiens le ravitaillement des positions défensives. Et ça, ils essayent de le faire depuis 2014. Donc ils ont perdu énormément de chars effectivement et énormément d'hommes dans ces 2 assauts précédents et dans le 3e qui est en cours. C'est ça qu'on voit, c'est des images du 3e assaut. Ils ont accepté des pertes monumentales pour essayer de... Enfin, on est dans la situation de Bakhmout en fait, où on voit une acceptation d'un taux de perte maximum outrancier par l'état-major russe
mais parce qu'ils espèrent, ils se foutent en fait de leurs pertes en matériel et en hommes, ils espèrent avoir une victoire pour taper les Ukrainiens en morale. C'est ça qu'ils cherchent. Oui, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, on explique qu'il veut que la ligne soit figée. Pour lui, ça lui fait gagner du temps, Poutine, ce que on se disait tout à l'heure, hein, que voilà, il cherche pas forcément à gagner plus que ce qu'il a déjà et que pour l'instant, ça lui va bien. En fait, l'idée, c'est pas forcément de récupérer des kilomètres carrés, si je vous comprends bien, mais c'est d'enfoncer les Ukrainiens, de leur saper le moral. Oui, bon, en même temps, c'est vrai que il y a eu des attaques à Robotinier, les Ukrainiens ont repris du territoire. Finalement, tout le monde a oublié Robotinier, où d'ailleurs il n'y a absolument rien, il n'y a plus un monument intact, et je ne sais pas si le reste des habitants. Et maintenant, effectivement, c'est les Russes qui sont repartis à l'offensive à Avdiivka, et comme l'a dit Didier, effectivement, avec un peu la même logique qu'à Bakhmout. Ouais, Renaud, allez-y. Mais quand on est observateur et qu'on suit la guerre depuis 2 ans, je trouve que depuis la divergence au grand jour entre Zelensky et Zaloujny, je trouve, enfin en tout cas moi, je regarde les opérations avec un peu plus de circonscription. Voilà. Vous m'avez compris. Avec plus de doute. La fatigue, voilà. exactement. Avec plus de doute, c'est plus simple. Parce que vous vous souvenez de l'épisode de Bakhmout où on était vraiment... mais pourquoi et Oui, et puis d'ailleurs, il y avait eu un peu... Alors, pas par presse interposée, mais qui était en coulisses. Qui était vraiment en coulisses. Bien sûr. Là, quand vous avez le patron de l'armée qui dit la contre-offensive est un échec, on est dans une impasse. C'est vrai que l'argument qui est facile de dire tous ces hommes tués, pourquoi ? Puisque pour l'instant, alors, est-ce que localement ils ont encore une stratégie quand ils tiennent comme ça ? Dans le Dniepr, effectivement, ce qu'on vient de voir, ça paraît héroïque de faire ça. Et en même temps complètement dérisoire, d'après ce qu'on comprend. Alors là, je parle pour le coup, Didier connaît les troupes très très bien, il a l'expérience incroyable de ces opérations, mais comment, quand on invente ça, on a encore la niaque pour dire, je vais peut-être aller... à quoi ça sert de faire telle opération dans le Dniepr ? Avdiivka, pourquoi alors bon, là, c'est les Russes qui attaquent, donc il faut bien se défendre. C'est peut-être pour ça que la colère de Zelensky était assez forte, pas tellement parce que finalement, il a sans doute raison sur le fond, Zaloujny. Du point de vue de Volodymyr Zelensky. Sauf qu'en fait, c'est le meilleur moyen de... En tant qu'observateur, j'ai plus confiance en Zaloujny, qui est un militaire, qui a 40 ans d'expérience, 35 ans d'expérience, plutôt qu'en Zelensky, qui n'est pas un militaire. Il n'est pas un militaire, oui. Et deuxièmement, on comprend pourquoi il y a des petites manifestations, alors c'est pas des grandes masses, mais de mères, de filles, de frères à Kiev qui disent « Rendez-nous nos proches pour des rotations pour les fêtes Parce que, encore une fois, il faut un bloc patriotique. Là, il me semble un peu fissuré, enfin, pas fissuré sur la défense, c'est sur le fait de rattraper ces territoires, mais sur la stratégie, moi je suis citoyen, je me pose des questions. Et puis Poutine, il est malin parce qu'il le sait, ça. C'est normal. Mais... En fait, il y avait déjà des divergences avant. À l'époque de Bakhmout, rappelez-vous, il y a eu des discussions très 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 fortes avec les alliés et au sein de l'état-major et entre l'état-major et le bureau du président sur faut-il ou pas faire Cameron, enfin donc défense ferme sans esprit de recul, ou au contraire, est-ce qu'il vaut mieux faire une défense élastique et pas user nos hommes là-dedans. Donc il avait été mis, ces discussions qui sont normales en démocratie et normales en temps de guerre, avaient été volontairement mis sous le boisseau lors de plusieurs réunions entre l'état-major et le bureau du président, à la veille de la contre-attaque, en se disant ok, on tait nos divergences parce que c'est déjà suffisamment compliqué. C'est pas le moment. On tente ce coup-là, qui était le fameux fusil à un coup, on l'a toujours dit. Hein. Et on verra après. Bon.